un podcast Cosmos Materia. Bienvenue dans Shokunin, des histoires d'artisanat japonais et de matériaux. Dans ce podcast de Cosmos Materia, le média matériau-centré, nous allons voir à la fois la dimension de médiation culturelle avec Clément, moi-même, et celle de médiation scientifique avec Mike. Salut les amis, comment vous allez ? Le temps d'un échange humain autour de ce qui fait le lien entre la matière, l'environnement et l'homme au pays du soleil levant. Bah écoute, j'aurais pas mieux dit Clément, on est parti ? Super, c'est parti. Bonjour Mike. Comment tu vas Clément ? Ça va la forme ? Écoute, ça va très bien. Ça fait plusieurs mois qu'on échange, donc je suis vraiment ravi d'enfin lancer le coup d'envoi pour ce nouveau podcast tous les deux. Écoute, moi je trouve ça aussi incroyable, hein. Franchement j'aime beaucoup le concept, Shokuin, vraiment le podcast de l'artisanat japonais et du monde des matériaux. Finalement, cet aspect dimension, vraiment ce qui est incroyable, c'est vraiment la dimension culturelle et scientifique à mélanger au même moment et finalement donner Ouais, un nouveau souffle quoi aux choses. Vraiment, je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable en tout cas, hein. Oui, et puis c'est vrai que souvent c'est un domaine. Donc moi, je viens plutôt du domaine des études japonaises, effectivement, et pas du milieu des matériaux. Mais c'est un domaine qui est plutôt vu du prisme de l'histoire de l'art, notamment, ou de l'histoire tout court. Et c'est apporter la dimension des matériaux. Je trouve que c'est super intéressant. Et je pense qu'on va avoir des discussions au fil des mois qui vont vraiment être super intéressantes. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Surtout qu'on est dans l'ère, tu sais, il y a une mécanique à l'heure actuelle, donc au 21e siècle, on parle vraiment de l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'ère de l'homme. Et finalement, l'ère de l'influence qu'a les êtres humains sur notre planète, notre environnement. Quand on vit dans l'anthropocène, c'est vraiment l'époque où la synergie entre l'humain et son environnement passe plus que jamais par la matière et les matériaux. C'est incroyable de lier finalement l'histoire, qui est la culture, si tu veux, la dimension, ce que je pourrais dire, civilisationnelle, vraiment, de l'être humain, et son parcours dans la découverte de la matière, dans la découverte de son environnement, et comment il a pu utiliser son environnement à son avantage pour développer des objets qui nous fascinent et qui sont autant fascinants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir Clément aujourd'hui ? Dis-nous tout. Bah écoute, aujourd'hui pour cet épisode pilote, je t'ai proposé un sujet qui est le kintsugi. Le kintsugi qui est littéralement une technique de réparation des objets, notamment de la céramique, et voilà, qui a plein qui pour moi a plein d'intérêts à la fois du côté artisanat et du côté matériaux, parce que c'est une technique de réparation. Donc je trouvais qu'il y avait un petit peu des réflexions à avoir du côté analyse de cycle de vie, ce genre de choses, mais on en reparlera tout à l'heure. Et je voulais commencer déjà par un petit point historique et on va dire la technique basique du kintsugi, parce que c'est quelque chose qu'on peut voir un petit peu, y compris dans l'artisanat aujourd'hui en France, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc déjà d'un point de vue étymologique, le mot kintsugi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est très simple, c'est en deux morceaux. Le premier morceau c'est kin, qui veut dire l'or en japonais. Et tsugi, ça veut dire relier ou réparer. Donc littéralement, kintsugi, ça veut dire réparer avec de l'or. De quand est-ce que ça date le kintsugi? Alors, c'est quelque chose voilà, qui remonte à plusieurs siècles, donc les origines ne sont pas forcément très bien connues. A priori, ça remonte au XVe siècle. Et la légende veut qu'un shogun qui s'appelait Ashikaga Yoshimasa avait un bol à thé qu'il aimait beaucoup et qui malheureusement s'est cassé. Et donc, il a demandé à le faire réparer avec une méthode plus esthétique que simplement de la colle. Et donc, supposément un de ses artisans à la cour lui a dit, bah, pourquoi pas mettre en avant les cicatrices ou les fissures de ce bol avec de la poudre d'or. Il faut voir aussi que ça s'inscrit dans un contexte où la cérémonie du thé a été très importante, voilà, dans la société, notamment dans la société de cour. Et donc tous ces objets que nous on peut voir un peu
du quotidien, je sais pas moi, les mugs à café, etc., qu'on peut acheter n'importe quand. À l'époque, voilà, les théières, les tasses, ça avait une très très grande valeur à la fois pécuniaire, mais aussi symbolique et sociale. D'où le fait que cet objet n'était pas simplement jeté, voilà, il fallait vraiment pouvoir le réparer. Et concrètement, du coup, c'est quoi le kintsugi? Comment ça marche? Même si on va rentrer beaucoup plus dans le détail avec toi, Mike, sur la technique, eh bien simplement, on va réparer la céramique qui est cassée avec une laque qu'on appelle urushi et d'une poudre métallique, généralement de l'or ou de l'argent, et qui va permettre ensuite de sublimer cet objet cassé. Voilà. Ben, c'est incroyable parce que je connaissais pas incroyable, je connaissais pas ce truc-là sur le Shogun. Et c'est trop bien. Donc, quoi, tu vois, derrière. Après, ça reste une légende. Ça reste une légende, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un petit peu ancien et voilà, c'est pas quelque chose qui est attesté avec des documents, etc. Mais bon, voilà, ça fait une jolie histoire. Ouais, tu m'étonnes. Parce que vraiment, on a vraiment cette mécanique de se dire, bah, avec un simple matériau, enfin, un simple objet, qu'on attache une émotion à cet objet-là, effectivement, détruit, comment le restituer, comment le reconstituer, et finalement, comment redonner une nouvelle vie à la dimension de la matière et du matériau, et finalement, la dimension de l'objet qu'il représente. Et c'est vrai qu'avoir une compréhension de tout ce qui nous entoure et de tous ces petits matériaux qui nous permettent de réparer tout ça, c'est juste incroyable. C'est vrai que tu parlais de l'orishi, qui veut dire effectivement la laque, ça veut dire lac, si je me trompe pas, c'est toi qui es plus fort que moi en étymologie des mots, mais ça veut dire lac, donc lac en japonais, et c'est vraiment une mécanique donc c'est ce qui traduit la laque traditionnelle japonaise. Et donc pour en dire un peu plus, ça vient de la sève d'un arbre qu'on appelle l'arbre à lac. Voilà, donc l'arbre à lac, si on peut aller un peu plus loin dans le nom. Alors le nom, vous me pardonnerez parce que c'est pour ça que j'ai pas fait biologie. C'est pour ça que j'ai pas fait biologie. Quand on voit que le nom il est imprononçable, mais que c'est toxicodendron vernicifulum, un truc comme ça. C'est vraiment le nom biologique, si vous voulez, de l'arbre à lac. Ouais, enfin mon pauvre, je l'ai pas fait troisième langue. J'avais fait orc en troisième langue. Mais ou elfe en sont bien aussi. Non, mais c'est ce qui est intéressant. Et en fait, ce que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches sur cette laque, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir en fait un arbre à sève, comme l'arbre au caoutchouc. Tu vois, tu as vraiment un arbre à sève qui est capable. On vient lui donner une entaille, une légère saignée, et on vient collecter finalement cette sève. Et cette sève, elle a donc vraiment un pouvoir, on va dire, collant, réticulant. On pourra en parler. Alors pas réticulant, plutôt polymérisant. Et effectivement, c'est ça qui est d'autant plus incroyable. Si tu veux, c'est la saignée, elle se fait autour de juin à novembre. En fait, vraiment, on vient saigner l'écorce et on vient collecter cette sève. Et après, cette sève, elle est utilisée pour faire tout ça. Je peux t'enchaîner sur des trucs intéressants aussi, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Avant de rentrer dans le vif du sujet de la chimie, tout ça. C'est vrai, je n'avais pas fait le lien avec le caoutchouc, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, moi, l'image que j'ai des matériaux, c'est des matériaux synthétiques. Et en fait, pendant des millénaires ou des siècles, on s'est servi de matériaux qui étaient tout faits, en fait, qui étaient déjà naturels. Et là, c'est littéralement, on entaille un tout petit peu un arbre, on récolte quelque chose et ça permet on en a une utilisation quasi instantanée. Je trouve ça vachement, vraiment fascinant, quoi. C'est vrai que c'est joliment dit ce que tu dis, Clément, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de voir vraiment cette mécanique, cette dimension synthétique des choses, cette dimension dans l'ère du pétrole. Parce que on pourra en parler après, mais vraiment on a cette dimension qu'on conçoit les matériaux, qu'on les conçoit selon nos usages, selon nos fonctions. C'est pour ça qu'on appelle matériaux. Quand on donne un usage à la matière, elle devient matériau. Et c'est vrai qu'on a cette dimension-là, et on revient pas aux fondamentaux, à la notion vraiment de matière qui pourrait être issue de la biomasse, qui est déjà toute travaillée et qui ne demande plus qu'à réagir. Et finalement, tu vois, on rentre dans un autre paradigme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à chercher le matériau pour lui demander la fonction qu'on veut. On est là à découvrir un matériau, enfin à découvrir une matière. On comprend cette propriété. Du coup, on lui demande de devenir le matériau tout en respectant sa propriété même. Tu vois la subtilité. c'est super intéressant. Du coup, ce que je peux en dire, en gros, globalement, en termes de comment ça fonctionne, en termes de récupération, tu as une phase que l'urishi, en fait, c'est un
c'est une résine qui a un processus enzymatique de transformation. En fait, c'est une enzyme qui vient un processus qu'on appelle enzymatique oxydative. Ça veut dire donc la chimie des enzymes, c'est quelque chose qui est très du monde de la biomasse, en fait. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et c'est dans un milieu qui est contrôlé et autant en température qu'en taux d'humidité. Parce que c'est là où ça va être intéressant. C'est vraiment l'humidité qui joue un rôle et la D'accord, température. c'est l'humidité qui va vraiment jouer en fait. Ouais, D'accord. tout à fait. Parce qu'en fait, dans toute réaction enzymative, on est dans la majorité des cas, on est toujours dans une réaction qui se fait à température ambiante. Et donc, en fait, ça va être vraiment l'humidité qui va jouer un rôle sur la polymérisation D'accord. de cette résine. Ouais, c'est incroyable. Alors déjà, tu as une première phase, donc déjà tu récoltes, d'accord? Tu fais ton incision dans ton écorce de l'arbre, tu viens collecter sa sève. Alors c'est une sève, pour avoir vu quelques photos, elle est un peu marron, enfin pas marron, pardon, un peu noir, tu vois. Puis après, tu as une étape de filtration et de brassage. En fait, tu viens éliminer toutes les impuretés de ta sève. Et ce qui est intéressant dans cet arbre-là, c'est qu'en fait, ça s'apparente à la famille de tout ce qui est les sumacs vénéneux. Donc, bon, la blague, tu peux la faire hein, si tu veux sur Batman. On peut la faire sur Parce Batman, que mais du coup, ah ouais, quand on a fait un peu nos recherches, quand on a fait un petit peu nos recherches, j'ai vu qu'en fait la laque, c'est une plante qui est assez qui est assez irritante pour la peau. Ça peut provoquer des irritations cutanées, d'où les précautions de porter des gants, etc. quand on la manipule. Et donc la plante, la fameuse plante de l'arbre à laque, c'est parent d'un autre arbre qui s'appelle le sumac vénéneux, et en anglais on appelle ça poison ivy. Donc voilà, si vous êtes fan de comics, vous saurez probablement que poison ivy c'est une adversaire coriace de Batman. Voilà, donc et tu ça sais, m'a fait j'irai même découvrir plus quand j'ai loin. préparé l'épisode avec toi. Et j'irai même encore plus loin. Si tu connais Digimon en version française, eh ben t'as un Digimon qui a une attaque qui s'appelle Sumac Vénéneux. Ah oui, j'ai alors là plus le non, je nom, connais pas la ref, j'ai tu plus vois, le mais nom du incroyable. Digimon, mais il y a c'est une plante. Voilà. J'ai plus le nom du Digimon. Je sais que sa Digivolution c'est Togemon et Lilymon, mais l'autre je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Pour ceux qui le savent, mettez-nous en commentaire, ça on le saura. Carrément. Mais tu vois, donc du coup, comme tu as un aspect de récolte, du coup, après, dès que tu as récolté, tu filtres et tu brasses pour éliminer toutes tes impuretés, parce que tu as quand même une résine, tu vois, qui est naturelle. Tu as Oui, juste, en forcément, fait, c'est un produit naturel. voilà. Et tu as juste donc ton rapport au uriciol, parce que uriciol, si tu veux, l'uriciol, ça fait partie de molécules qui fait partie, si je te dis pas de bêtises, des phénols. Et donc du coup, c'est ça qui est en fait l'aspect irritant. En fait, c'est une molécule irritante, comme tu venais de le dire, qu'on a regardé ensemble. Et, et après, pour entamer la transformation, parce que là, tu ajustes ton ratio pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et pour entamer ta transformation, en fait, tu vas faire une étape de chauffage et de réduction d'eau. Ça veut dire que tu vas avoir en fait ce qu'on appelle le kuro urishi, donc kuro qui veut dire noir en japonais, donc la laque noire, ou l'iro urishi qui veut dire la laque colorée. On fait chauffer avec l'humidité et on peut ajouter finalement du sulfure de fer par exemple pour donner une certaine couleur au matériau. Et puis, tu as une étape, donc là, tu as vraiment l'étape de polymérisation où tu vas sécher et en fait, tu vas venir durcir cette résine dans une enceinte chaude et humide. Alors, c'est pour ça que je te disais, vraiment, on est autour de 25 degrés. En fait, on est autour de 25 degrés et on a des taux d'humidité. Donc, pour les plus scientifiques d'entre vous, en fait, on appelle ça HR, pourcentage d'humidité relative, autour de 70 à 80%. Donc, tu vois, c'est un vraiment fort taux d'humidité. Ouais, tout à fait. Et ça se fait dans une enceinte. Alors toi, tu devrais, je pense que tu connais le terme muro ou furo. Alors, je suis pas sûr là, mais ok. C'est en fait, en termes de termes, si tu veux, un furo ou un muro, c'est une enceinte, un meuble destiné à faire sécher les objets. En fait, donc quand tu vas appliquer ta laque et tu vas vouloir faire sécher ton objet, en fait, tu le mets dans cette enceinte-là et à cette température contrôlée, donc température contrôlée et humidité contrôlée, tu vas donc déclencher ta réaction enzymatique et donc tu vas polymériser pour donner vraiment ton polymère finalement. Et ça c'est super intéressant et effectivement ce que j'ai regardé un peu plus loin, c'est que c'est fait en cèdre massif. Alors le cèdre c'est un bon bois parce qu'il présente des bonnes propriétés à l'humidité et effectivement une bonne capacité de rétention de cette humidité.
Donc à la fois il est résistant et à une fois il arrive à bien contenir. Donc c'est pour ça qu'on le fait en cèdre. Donc je trouvais ça super intéressant. Je D'accord. me suis dit putain ouais c'est pas mal tout ça et franchement balèze quoi. Balèze. Moi je Ouais, connaissais c'est pas la laque. intéressant. Ouais. Ce qui m'a vraiment marqué dans tes explications, c'est l'humidité en fait. Que très spontanément, on peut se dire pour faire sécher quelque chose, il faut que ce soit pas humide, tu vois. Et en fait là, l'humidité, c'est vraiment le facteur qui va permettre à la laque de vraiment polymériser et de devenir la laque comme objet, quoi. Tout à fait. Je sais pas ce que C'est tu en ça en penses. fait. Non, mais c'est ça en fait, et c'est ce qui est, en fait, si tu veux, c'est caractéristique de tout ce qui est des enzymes. En réalité, les enzymes, c'est ça, c'est vraiment cette mécanique-là de se dire, c'est quelque chose de naturel qui se fait à température ambiante ou à température du corps. Si on est, c'est des enzymes qui sont dans notre corps et qui vont réagir à certaines choses. Et ces réactions enzymatiques, en fait, ils ont cette propriété-là, dit que toutes les conditions sont faites, elles font leur travail et en fait, elles commencent à, dans ce cas-là, l'urushiol, il polymérise. Donc c'est pour ça qu'on appelle de l'eau oxydative aussi, c'est-à-dire qu'il vient polymériser avec l'action de l'eau qui est un oxyde, puisque l'eau est un oxyde, elle va venir oxyder et déclencher cette réaction de polymérisation de l'urushiol pour pouvoir finalement obtenir le matériau. Donc je trouve ça vraiment très 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 intéressant de voir en fait cet aspect, si tu veux. Et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment cet urushiol qui est allergène. En fait, c'est lui l'allergène. Mais quand il est polymérisé, on a affaire à un polymère, donc à quelque chose si tu veux, de continu, une grande macromolécule qui est unique dans les 3 dimensions de l'espace, parce que ça a affaire à ce qu'on appelle une résine thermodurcissable. Et là, finalement, la molécule, elle est prise dans tout ce réseau-là, donc elle perd cette propriété qu'elle a d'allergène par rapport aux gens. Après, il faut vraiment qu'elle soit séchée bien, parce que si elle n'est pas séchée bien, il reste un peu de phénol qui n'a pas réagi, il suffit de toucher encore, on peut être allergique. Mais normalement, si tout se Oui, fait nickel, il n'y a pas de et, raison. et effectivement, le processus, voilà, là aussi, on est un petit peu habitué à l'instantanéité, etc. Pour que la laque sèche complètement, il faut compter entre 1 et 3 mois. Donc, c'est un processus qui est quand même Exactement. très long. Exactement. C'est un processus qui donne beaucoup de temps. Ouais. Exactement. C'est d'autant plus ça intéressant. Après, il y a des moyens de changer tout ça. Si tu veux, en allant un peu plus loin, il y a la possibilité de combiner. Alors, déjà, peut-être vous démystifier un peu le truc, mais en réalité, quand l'homme va avoir une action sur un matériau polymère, ou va faire un polymère, ou alors va en créer un, et surtout qu'il ajoute des additifs que lui contrôle, en réalité, on a créé un plastique. En réalité, la terminologie, c'est un plastique, ou un bioplastique, si tu veux, parce qu'il est biosourcé, que tous les éléments peuvent être biosourcés, ou voilà, après il y a des définitions, celles et ceux, dites-nous votre définition en commentaire. Il y en a 19, hein. Selon le ciel, il y en a 19 sur le plastique, donc on peut en rajouter si on veut plus. Oui, Mais et puis c'est la définition qu'on voit d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que à l'époque, ils appelaient pas ça du plastique, même si ça répond à une définition contemporaine, en fait. exactement, contemporaine, exactement. Mais tu vois, c'est super intéressant. Pour donner par exemple, là tu me parlais de 1 à 3 mois, et ça c'est vrai, c'est ce qui est observé sur ce type de matériaux. Mais si tu veux accélérer entre 1 à 2 semaines, pour pouvoir en fait avoir une laque qui a séché plus rapidement et qui a obtenu cette polymérisation plus rapide, ben en fait tu peux ajouter soit de la farine de blé ou soit de la farine de riz. D'accord. Et en fait, pourquoi je dis ça? Alors c'est bien plus que de la farine. En réalité, tu vas faire la colle. Tu vas créer une colle de riz ou une colle de blé. La colle de riz, tu vas l'appeler nori, donc ça va devenir du nori urishi. Et la colle de blé, tu vas l'appeler mugi. Mugi ou mugi, excuse-moi si j'ai pas le. C'est un GI, donc c'est C'est écrit Mugi, mugi. ouais. Mugi. Non, non, c'est Mugi. bien, qui se prononce. Mugi, Et ouais. Mugi Urishi, ça va être vraiment la préparation de la laque avec une colle de blé. Et d'autant plus intéressant parce que en termes de compulsion de base, en fait, tu crées ta farine de gris ou de blé et qui est gluante, d'accord? Donc c'est quelque chose c'est une composition avec une farine qui va être gluante. Tu rajoutes de l'eau, éventuellement un peu de sel, un peu d'amidon, tu vois. Tu fais bouillir le tout, donc soit ton riz, soit ton blé, plus ton eau, et tu obtiens en fait une pâte laiteuse. Et en fait, cette pâte laiteuse, tu viens la filtrer pour la concentrer, d'accord, pour obtenir vraiment cette pâte. Donc ça augmente ta viscosité. Hein. Et en fait, dès que tu as obtenu ça, tu as une colle végétale naturelle biodégradable. Donc ça, c'est top, hein, parce que c'est une colle de riz ou une colle de blé.
et qui présente des fortes adhésions aux matériaux organiques, mais qui est moins résistante à l'humidité que l'uricie, parce qu'on comprend qu'en fait c'est l'humidité qui active l'uriciole pour donner finalement la laque polymérisée. Donc elle aime l'humidité, elle veut la capter en fait, elle en a besoin pour réagir. Et donc du coup, en couplant ça, ben, tu vas obtenir finalement, à la fois, tu as fait un composite, tu as fait une colle composite, ça veut dire que tu as permis l'accélération de ton temps de séchage en utilisant de la colle organique de type blé et de type riz, et tu vas renforcer ton côté résistance à l'humidité par la matrice, elle, qui est en fait une matrice Urici polymérisée. Donc en fait, et du coup, tu as finalement les deux propriétés de l'un et de l'autre. Enfin, c'est ça un composite, hein, c'est vraiment la mécanique de se dire on efface les faiblesses des uns et des autres et on exacerbe leurs propriétés qu'on cherche à exploiter, parce que c'est ça un matériau, c'est anthropocentré un matériau, hein, c'est nous qu'on cherche à l'exploiter. Et du coup, ça augmente la durabilité, la résistance chimique et la tenue dans le temps. T'as vu, en couplant ça, C'est en ça, en couplant fait, rien le qu'une fait colle de que ce blé, une soit de colle la de colle, riz, c'est ça. c'est Et le incroyable. fait que ce soit de la colle, c'est ça qui va permettre en fait aux morceaux cassés de la céramique d'adhérer de nouveau et de réparer l'objet en fait. Ouais, tout à fait. Et ça accélère le temps de séchage. Ça accélère le temps de séchage parce que tu En passes plus, d'un à 3 mois, tout bénef. ouais, en plusieurs jours à 2 semaines, gros maximum. Et tu gardes les mêmes propriétés, hein, c'est-à-dire les mêmes propriétés de séchage, tu gardes 25 degrés, 70 à 80 pourcentage HR, donc taux d'humidité relative. Ça veut dire finalement c'est le taux d'humidité dans un volume donné. On a un volume donné, ce volume donné, il a un taux d'humidité de temps de vapeur d'eau. S'il a 80%, ça veut dire que dans tout le volume donné, tu as 80% occupé par les molécules d'eau ou 70% occupé par les molécules d'eau. Et donc du coup, non, Hmm. donc Ok. tu vois vraiment il y a tout un savoir-faire qui moi je le trouve fascinant ce savoir-faire. Je le trouve fascinant. Bah oui, oui, c'est vachement intéressant et tu vois, c'est le genre de choses que je lirais jamais dans des bouquins sur le kintsugi de manière générale, tu vois. Donc j'apprends plein de choses moi aussi, c'est cool. Ben tu sais, en toute transparence avec nos auditeurs, quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'une artiste qui s'appelle Myriam Greff. C'est ça, tu m'avais mis un lien d'une artiste qui s'appelle Myriam Oui, Greff. oui, Je trouvais ça effectivement, incroyable, sa effectivement. vision. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, de toute façon, on le mettra en description de l'épisode si tu veux, comme ça les gens pourront regarder. Ouais, ouais, ouais. Mais effectivement, il y a vraiment tout un aspect de respect de l'objet en fait aussi que je trouve vraiment très très beau. Mm. Ce que j'ai trouvé, moi, incroyable, c'est à un moment donné, j'ai repris une de ses phrases. Enfin, c'est pas repris, je me suis fait une note. J'ai noté à un moment où elle parle de comme si la résine, elle est en vie. Tu vois, elle anticipe l'écoulement de la résine, tu vois, elle arrive à anticiper son écoulement, elle sait comment elle doit se positionner. Enfin, bon, j'étoffe un peu, hein, mais bien sûr, mais je veux dire, et ça, je trouvais ça une dimension de rendre la laque vivante et vraiment d'anticiper ses mouvements, qu'au moment où on la dépose, on va. Parce qu'en fait, si on se rate, parce que c'est fini. Parce qu'une céramique, c'est poreux, ça boit. Si on s'est raté, quoi. L'objet, peut pas le récupérer, quoi. C'est un C'est petit ça. peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'artisanat. Alors, dans l'artisanat japonais, parce que c'est ce que je connais, mais dans l'artisanat de manière générale, les personnes qui sont très expérimentées, elles vont vraiment le ressentir de manière instinctive, en fait. C'est pas quelque chose comment dire, où tu le lis dans un manuel, etc. C'est vraiment, elles vont le ressentir physiquement, ou tu vois. Et comme tu dis, le matériau devient vivant sous les mains de personnes expertes comme ça. Ouais, c'est fou. Et toi, ça t'a pas surpris, moi, quand j'ai lu cet article, qu'elle disait qu'il n'y a pas de maître de Kitsugi. Il y en a pas. Non, En fait, parce c'est les maîtres que laqueurs. c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, le kintsugi, c'est une méthode de réparation d'un objet, mais ça représente pas vraiment un artisanat tel que ça pourrait être reconnu, par exemple, par le gouvernement japonais, parce que tu peux avoir des techniques, effectivement, de laque, de céramique, de bois, etc. Et, mais le kintsugi, c'est simplement une méthode de réparation, donc effectivement, c'est à la fois très reconnu dans le monde de tous les jours, entre guillemets, mais c'est pas un artisanat à part entière, quoi. Mm. Ouais, c'est fascinant. Moi, Par contre, je ce qui trouve est ça fascinant. intéressant, par contre, ce qui est intéressant, c'est que
ça a vraiment pris, comment dire, ça a vraiment pris de manière beaucoup plus large. C'est devenu pratiquement une sorte de réceptacle de plein de choses. Je pense notamment à cette philosophie ou cette esthétique du wabi-sabi, qui est pareil, très populaire, on va dire, dans le monde japonisant. Alors c'est toujours un peu difficile à traduire, mais si je schématise, le wabi, ça veut dire la beauté de la simplicité, et le sabi, ça veut dire l'appréciation de l'ancien, de l'abîmé, du rouillé. Donc les 2 ensemble, c'est un petit peu, valoriser, l'imperfection, l'impermanence, le fait qu'un objet ait un passé, par exemple. Et c'est vrai que ça contraste avec, par exemple, la réparation classique qu'on peut avoir, qui est, qu'il faut qu'on ne voit pas que l'objet ait été cassé un jour. Il faut que ce soit, invisible. Et là, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le kintsugi, l'objectif, c'est pas de cacher que l'objet a été cassé, mais au contraire de montrer qu'il a été cassé et que ça va le sublimer, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment super, super fort comme, comme idée, comme concept. Et d'ailleurs, c'est vraiment repris aussi, quand je parlais de réceptacle tout à l'heure, c'est aussi très repris dans le développement personnel. Cette métaphore, en fait, le kintsugi, c'est devenu une métaphore pour la résilience, le fait que voilà, on est tous traversés par des difficultés plus ou moins fortes, etc., mais que ces difficultés, elles font partie de nous finalement, et que ça sert à rien de les cacher. Voire généralement, c'est contre-productif de les cacher, mais bon, on va pas rentrer dans ce dans ce débat, mais que souvent en fait, voilà, c'est l'adversité qu'on a pu connaître dans sa vie, elle peut contribuer à nous rendre plus forts en fait. Et donc le kintsugi est devenu un petit peu une métaphore de tout ça, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Mike. Je ne peux que être d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il y a une dimension, si tu veux, moi je le verrais avec une dimension philosophie de la matière, parce que c'est ça qui me fascine, et d'autant plus dans cette approche du kintsugi, c'est vraiment c'est de dire que on a tendance effectivement à vouloir effacer ce qu'on voit. Quand on a cassé quelque chose, on a tendance à vouloir comme avoir une mécanique de revenir en arrière, de dire non, je vais le redonner son éclat d'antan. Et peut-être que c'est pas ça le respect de la matière en fait. Peut-être que c'est pas ça le respect des matériaux. C'est peut-être pas ça, tu vois, le respect de quelque chose qui emmagasine une j'allais dire une émotion et qui stocke une émotion. Ouais, c'est ça. Qui stocke une émotion. Qui stocke une émotion, qui stocke une histoire. Parce qu'en fait, on se rend compte que les matériaux, ils passent toujours au second plan, mais en réalité, on en a besoin pour tout. On parle de l'énergie, on parle de l'alimentation, on va parler effectivement du kintsugi, par exemple, donc finalement de la réutilisation de ce matériau, mais en fait, le matériau, qu'est-ce qu'il fait? Ben, dans tous les cas, il stocke de l'énergie, il stocke une émotion, il stocke un souvenir et une histoire. Ou il stocke, tu vois, dans tous les cas. Et donc, en fait, c'est lui qui a cette mécanique de stocker de l'information, de stocker quelque chose. Et pour moi, avoir cette possibilité de travailler sur ça, le sublimer. Alors, effectivement, là, ça se sublime beaucoup avec de la poudre d'or, tout cet dessin. Je pense qu'on peut faire avec d'autres types de poudre. Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu avant-gardistes. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses qu'il y a des avant-gardistes qui utilisent Oui, d'autres pigments effectivement, on va dire que historiquement, c'est plutôt avec de l'or ou de l'argent, mais clairement, on peut faire ça avec tous les métaux en réalité. Je pense que c'est tout à fait possible avec de la poudre de cuivre ou de la poudre de platine, par exemple. Enfin, tu vois, si c'est du métal un petit peu brillant, je pense que n'importe lequel fait l'affaire, en fait. Ouais. Non, mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Cette image du stockage de l'émotion ou du passé que tu dis, c'est vraiment très vrai, et c'est vraiment ça la philosophie, je pense, derrière cette technique. Mm. Oui, 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 je pense aussi qu'il y a vraiment cette dimension-là. Alors, je sais pas à combien de téra on stocke de l'émotion. Je sais pas à combien de téra on stocke de l'émotion, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est juste, qui est incroyable. Et tu sais, j'ai fait le travail inverse. Je me suis fait le travail inverse. Tu sais que généralement, nous, dans le monde de la matière, qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, on a des matériaux et on veut l'alternative biosourcée. Mais là, dans l'art du kintsugi, finalement, en parlant de l'urishi, donc de la laque, bah en fait, on a déjà le biomatériau. Alors, c'est quoi l'alternative ou la contre-alternative pétrochimique? Je me suis fait cet exercice-là et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, si tu vas pour apporter finalement cette dimension de résine que tu utiliserais pour pouvoir coller ou réparer quelque chose dans le monde pétrosourcé, tu vas aller plutôt vers tout ce qui est des résines époxy. Tu vois? Donc, c'est tout ce qui Ouais, est résine époxy, ouais, d'accord. tout ce qui va être
résine polyuréthane, acrylique, qui est en fait des équivalents. Les résines époxy est très utilisée dans le milieu de l'ameublement, nous notamment on l'utilise beaucoup. Par exemple, tu vois les gens qui veulent faire des sols décoratifs, ils vont couler de l'époxy. Oui. Tu vois, ils vont couler de l'époxy, ils vont faire leur préparation, ils coulent l'époxy, ils chassent les bulles d'air sous vide pour voir vraiment quelque chose de translucide et vraiment revoir tout ton décor et tout ça. Et alors, en fait, tu as la résine polyuréthane, l'acrylique aussi, qui ont des finitions, si tu veux, qui sont très brillantes. Ce sont très brillantes comparées à la laque et moins sensibles. En fait, c'est ça allez, l'avantage, on va dire ça, on va se permettre de dire l'avantage. L'avantage des matériaux pétrosourcés, c'est qu'ils sont moins sensibles à l'humidité. Tu vois, on a plus affaire à des choses comme ça, et donc du coup, c'est sûr que voilà, on est moins sensible à l'humidité, moins sensible aux contraintes culturelles et environnementales, parce que finalement, on ne va pas prélever de la sève, mais on prélève autre part, on prélève d'une matière fossile. Donc bon, en fait, tu peux tout et rien dire selon comme tu veux, mais bon, l'objectif, c'est que moi, je suis plutôt partisan d'utiliser la biomasse à bon escient, mais pas à la surexploiter aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à... De toute façon, oui, puis là, de toute façon, contrairement aux futurs objets qu'on pourra étudier dans de futurs épisodes, là, le kintsugi, il faut bien prendre en compte le fait que c'est une technique de réparation d'objets existants. Parfois, je vois passer des tutoriels pour faire son propre kintsugi où on te dit, voilà, vous avez une tasse ou un bol à la maison, cassez-le. La première étape, c'est de le casser pour ensuite le réparer avec kintsugi. Je trouve ça incroyable en fait. C'est complètement l'inverse de ce que de la philosophie du truc. C'est-à-dire que tu dois d'abord partir. L'étape 1, c'est d'avoir l'objet qui est déjà cassé et au lieu de le jeter, de se dire non, j'y tiens vraiment beaucoup, je veux le garder et donc je vais le réparer. Donc la réflexion sur est-ce qu'il faut s'en servir est-ce qu'il faut se servir de par exemple de l'arbre à lac de manière raisonnée, etc. Bien sûr, l'idée c'est pas du tout de l'utiliser de manière déraisonnable. Là, je pense qu'en l'occurrence, pour l'utilisation de simplement fabriquer de la colle pour réparer des objets, je pense que ça reste raisonnable. La question qui se poserait et qui se posera peut-être sur de futurs épisodes, c'est sur les objets fabriqués en lac, c'est-à-dire là qui sont vraiment fabriqués de A à Z en lac, où là, ça demande déjà beaucoup plus de travail parce que c'est des dizaines et des dizaines de couches de lac qu'on va faire sécher petit à petit, etc. Et donc là, ça représente probablement plus de matière. Et donc là se pose aussi la question de bah voilà, est-ce que ça vaut pas plus le coup pour de l'usage courant d'avoir par exemple des bols en résine époxy plutôt en lac naturel. Voilà, c'est le genre de réflexion à mon avis qu'on pourra avoir dans d'autres épisodes. Mais là en l'occurrence pour le volume que ça représente, je pense que c'est vraiment très raisonnable. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Donc je trouve voilà, mais en tout cas la méthode, j'ai trouvé ça très intéressant de comprendre cette méthode, de comprendre la philosophie derrière, de comprendre effectivement la dimension qu'il y a de cette résine naturelle qui est finalement utilisée pour ces applications-là, et effectivement on pourrait faire autre chose avec, il y a d'autres dimensions, et c'est ça, c'est fascinant. Enfin franchement c'est fascinant. Le dernier point que je voulais aborder avec toi un petit peu, parce que c'est toi le spécialiste des matériaux, c'est sur le parallèle qu'on pourrait faire entre le kintsugi et l'ACV, donc la fameuse analyse de cycle de Ah vie, ouais. ou en tout cas sur le fait de vraiment prendre en compte le cycle de vie d'un matériau, vraiment de sa naissance à sa fin de vie. Et le fait que bah voilà, le kintsugi, ça permet d'une certaine manière de prolonger la vie d'un matériau, de pouvoir voilà, ne pas juste jeter un objet cassé, mais de pouvoir le prolonger et voilà, prolonger son utilisation. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve ça très intéressant, ouais. Parce que dans la dimension d'analyse de cycle de vie, en fait, on fait ce qu'on appelle un inventaire du cycle de vie. On vient faire un inventaire de tout ce qu'il y a, donc tout ce qui est nécessaire pour pouvoir en fait étudier un objet, qui va être ce qu'on définit notre unité fonctionnelle. Et on va aller faire différents types d'unités fonctionnelles. Donc on va définir tous les entrants, l'énergie, les matières, et ainsi de suite. Et on va rentrer ça pour dire, par rapport à ça, on produit tant de kilos de ça. En sortie, on va produire un autre kilo de ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on définit ces unités fonctionnelles. Quand on va arriver finalement à la phase d'usage du matériau, ou de l'objet, d'accord, on va finalement étudier quel est l'impact de cet objet sur son environnement.
d'un point de vue de tout de tous si tu veux, les paramètres qu'on veut. On peut le voir d'un point de vue CO2 additionnel, d'autres gaz à effet de serre additionnels, d'un point de vue consommation énergétique, d'un point de vue résistance de l'objet, et ainsi de suite. Et quand on arrive en fait à la fin de l'objet, on va prévoir un cycle de fin de vie, donc qui va être soit du recyclage, soit une forme de réemploi ou quelque chose comme ça. Et finalement, on va itérer avec un nouveau cycle. On a la mécanique, on va dire, bah tiens, on repart sur un nouveau cycle de vie. Mais philosophiquement, c'est exactement ce que tu disais, et je trouve ça ultra pertinent. Philosophiquement, avec le Kitsugi, on peut se dire que c'est pas un nouveau cycle de vie qu'on donne au matériau ou à l'objet, c'est finalement une continuité de son cycle de vie actuel. Et dans cette réflexion-là, on peut se dire qu'avec peu d'énergie, on peut réattribuer ses fonctions d'usage à un objet. Et c'est un peu tout ce qu'on fait avec les cols, si tu veux, avec la mécanique de colle. Quand on prend notre colle isocyanate que vous achetez au supermarché du coin, vous allez faire ça. En fait, vous allez vous donner une autre dimension. Vous allongez finalement la phase d'utilisation de votre objet. Donc, allonger son cycle de vie. Et c'est vrai que dans cette approche-là, si on peut faire ce parallèle-là, oui, c'est d'un point de vue purement conception de l'objet et finalement utilisation de l'objet, ben ça ne peut que l'embellir et éviter qu'il passe au statut de déchet, parce qu'il ne sera jamais un statut de déchet, tu vois. Il sera réemployé pour autre chose, mais il sera jamais un déchet. Et donc ça, c'est ça qui est... Philosophiquement, ça colle bien avec la règle des 3 R, si on veut. On peut aller sur l'économie circulaire. Ça colle bien avec la règle des 3 R. Exactement. C'est là que tu vois que le passé, enfin voilà, les techniques artisanales du passé continuent d'avoir une pertinence pour à la fois pour notre présent et pour notre avenir aussi, quoi. Et c'est d'autant plus vrai et c'est rigolo parce que on a aussi la, tu sais, je change de paradigme, je vais changer de référentiel dans cette réponse que je vais te donner parce que je partage ton opinion, mais je vais juste changer de référentiel pour moduler le propos, pour alimenter le propos d'une autre manière. Si tu veux, à l'époque, nous, on a tendance un peu à on va dire, vénérer d'une certaine manière, hein, entre guillemets, un peu ce qui se faisait à l'époque. Mais à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas de côté industriel, il n'y avait pas de, si tu veux, les choses se faisaient naturellement. Ils avaient trouvé ces solutions, ils le faisaient. Et nous, c'est à l'ère industrielle qu'on a commencé à vouloir en fait mettre de la cadence, mettre de la performance et ainsi de suite. Et donc du coup, on a voulu modifier ces matériaux pour aller vers les. Si on prend l'urishi, équivalent pétrosourcé, résine epoxyde, résine pour créer un polyester, donc résine de polyester, si tu veux, ou résine d'ester, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas encore polymérisé. Résine pour obtenir d'acrylique, pour faire un polyacrylique derrière. Donc là, on a été sur des performances. On a trouvé une chimie, on a été sur des performances. Et après, on est revenu sur le passé pour dire, effectivement, les gens du passé, ils faisaient des choses intéressantes, on va les remettre en avant. Mais je pense que si dans le passé, les gens auraient eu le même niveau, entre guillemets, technologique ou la même façon de dire, les propriétés de ce matériau, il est plus rapide à mettre en œuvre, donc je vais le faire, en réalité, ils l'auront fait. C'est peut-être maintenant qu'on a une vision, tu vois. Pour moi, la question, c'est vraiment celle du volume, en fait. C'est-à-dire, alors il y a le volume et le temps. C'est-à-dire que la nécessité qu'on a eue de, comme tu dis, de développer de nouveaux matériaux qui aient des propriétés plus intéressantes, qu'on fabrique plus rapidement, etc. Elle est liée à, comme tu as dit, à l'industrialisation et au volume. C'est-à-dire que on n'a jamais produit autant d'objets que maintenant. Alors qu'à l'époque, tu vois, typiquement, je parlais du fameux Shogun en introduction, avec son bol à thé. Aujourd'hui, il dirait oh bah mon bol est cassé, bon bah tant pis, j'en rachète un autre et c'est pas grave parce que l'objet en lui-même ne coûterait pas cher à la fois en temps et en argent, alors que à l'époque, un bol pouvait mettre des semaines et des mois à être fabriqué, et donc voilà. Et finalement, cette nécessité d'avoir développé de nouveaux matériaux, etc., elle est liée aussi au volume d'objets. C'est-à-dire que évidemment, si on devait produire autant d'objets que maintenant avec les techniques du passé, ça marcherait pas. Et à l'inverse, de réhabiliter des techniques du passé, c'est aussi prendre le temps de ralentir, tout simplement, de dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment j'ai plus le chiffre précis en tête, mais l'ordre de grandeur, c'est que un foyer de 2 personnes possède en moyenne une vingtaine de tasses chez lui. Un foyer de 2 personnes. Est-ce que un couple ou un foyer de 2 personnes a besoin de 20 tasses, c'est-à-dire de 10 tasses par personne, tu vois? En fait, c'est aussi les réflexions sur l'artisanat, c'est aussi ça, c'est de se dire, mais en fait,
ça nous oblige à ralentir un petit peu et à nous dire, mais en fait, c'est aussi pour ça que l'artisanat regagne un peu du terrain aujourd'hui, c'est que ça permet un petit peu d'avoir cette réflexion-là, tout en, par exemple, si on s'aperçoit que la laque naturelle, c'est très irritant pour les mains, bah voilà, on va essayer de trouver une autre solution pour éviter que ça te crame les doigts quand tu la manipules, par exemple. Voilà, ça n'empêche pas. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, je pense que tu penses bien. Je pense que tu penses bien parce que je ne peux que être d'accord avec toi. Merci. C'est, non, non, je ne peux que être d'accord avec toi, Clément. C'est pour ça que je disais que je voulais changer un peu de paradigme parce que exactement, et t'as su mettre en lumière ce que je disais en propos avant. Vraiment cette notion de volume, que finalement l'objet il devient plus commun, donc bon, c'est plus facile de jeter que de réparer. Tu vois, il y a vraiment cette mécanique là. Et, et c'est pour ça que je disais que c'est parce que on peut se poser dans un paradigme quand les gens ils disent bah voilà avant c'était mieux et tout ça, mais avant en fait c'était pas forcément mieux. C'est qu'avant il y avait des contraintes, comme tu disais que ça mettait plus de temps à se faire, ça coûtait peut-être plus cher, euh, euh, tu vois. Et du coup globalement on avait cette tendance à réparer. Maintenant qu'on a été dans l'usage unique, dans ce qu'on fait, ben, on a moins tendance à réparer. Mais par contre, ce que je trouve intéressant à notre époque, et si on peut donner quand même une grâce à notre époque, c'est que maintenant, quand on répare, on commence à ne plus réparer par nécessité. Enfin, je l'espère. Enfin, en tout cas, il y aura toujours des gens qui répareront par nécessité, et ça, c'est encore un autre débat. Et c'est pas où je veux rentrer dans ce podcast. Mais je veux dire que cette fois-ci, quand on va avoir les mécaniques de réparer, c'est parce qu'on a une conscience et et j'aime pas dire la conscience écologique parce que c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est une émotion de l'objet. Elle nous a accompagnés quelque part et on a envie de lui redonner une vie. Et là, quand on va travailler que sur ça, donc en allant sur la sobriété des tasses à thé, en allant sur la sobriété de tasses à thé et effectivement et donner une nouvelle vie aux objets, bah là on rentre dans un autre paradigme qui est pour moi très humain et rempli d'émotions. Et je trouve que c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Et c'est pour ça que ce procédé, le kintsugi, je pense qu'on devrait vraiment se l'approprier, que chaque peuple, chaque personne, chaque ethnie, tout ce que tu souhaites, chaque humain sur cette terre, en fait, on devrait se l'approprier parce que ça fait partie, chaque humain, qu'on soit de n'importe quel pan et horizon, on a notre histoire, on construit notre histoire, on a nos rencontres, et avoir ces données mémorielles récupérées dans un objet, ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Et je trouve que c'est ça qui est génial avec cette technique-là. Et c'est beau. Et de faire une faiblesse une force. Est-ce que c'est pas ça être un scientifique des matériaux en réalité? Moi, excuse-moi, je reviens sur mon thème. Mais est-ce que c'est pas ça être un scientifique des matériaux? Faire des faiblesses des forces. Et en fait, le Kintsugi, il fait ça. Il rend une faiblesse une force. Je peux pas le dire mieux. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va vous mettre en description de l'épisode. C'est possible de faire des ateliers partout en France autour du kintsugi. Généralement, c'est, comme tu dis, Mike, d'avoir un objet qui nous tient beaucoup à cœur et qui malheureusement s'est cassé. On vient avec son objet cassé et en fait, on a un artisan ou une artisane qui nous accompagne pour le réparer. Donc, on vous mettra en description de l'épisode si ça vous intéresse, des petits ateliers comme ça. Et on vous mettra aussi en description l'article de Journal du Japon qui présente effectivement cette artisane française qui est spécialiste du kintsugi. Et ça vous donnera un petit peu quelques idées. Voilà. Ouais, super article. Franchement, moi j'ai kiffé. Surtout quand on me parle d'utilisation de poils de chat pour pour faire des pinceaux. J'ai jamais vu ça, mais j'ai dit mais c'est trop cool, c'est trop cool. Et effectivement euh, du charbon pour venir poncer la résine, tu vois. Ah, je trouvais ça incroyable. Ouais, franchement, je trouvais ça incroyable. Et de l'œil d'une artiste, c'est d'autant plus incroyable pour quelqu'un, pour quelqu'un plutôt technique des matériaux. Je trouve ça incroyable. Oui, c'est un Tu petit vois, peu c'est le vraiment une dialogue, dimension complémentaire. un petit peu le dialogue entre art et science, un petit peu. Hmm, C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. carrément. Écoute, merci beaucoup Mike pour ce premier épisode pilote que j'étais ravi de faire avec toi. Bah écoute Clément, c'est C'était vraiment pareil, c'est super ultra intéressant. partagé. Ah, je trouve ça qu'on est plutôt pas mal. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, mais nous, on a pris du plaisir à le faire. Et franchement, c'est cette dimension. Dites-vous que les matériaux, c'est peut-être un gros mot. Dites-vous que on est entouré de tous ces objets-là
Et si on les respecte plus, si on respecte plus notre matière, on éviterait peut-être de surconsommer, on éviterait d'épuiser nos ressources, on attacherait plus d'émotions, on transmettrait aussi les choses. Parce que le kintsugi, c'est ça, c'est l'art aussi de redonner vie à quelque chose pour effectivement le transmettre. Parce que ces matériaux, normalement, ils nous survivent. Ces objets, ils vont nous survivre, normalement. Donc, il y a une vraie dimension émotionnelle et sentimentale et familiale qu'on peut transférer à ces objets. Et dites-vous que la matière, elle a cette fonction-là. Voilà, comme un CD, hein, elle a cette fonction-là. Super. Bah écoute, merci beaucoup, Mike. Merci à toi, Clément, et à très vite, non? Pour un nouvel épisode. Bah écoute, ouais, à très vite pour un nouvel épisode, exactement. Allez, salut les amis.